Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mosaïque, des frigos solidaires pour aider les plus démunis. Comment ça fonctionne? Qui peut participer? Avec nous pour en parler, Jessica Piriot. Bonjour à vous. Bonjour. Alors vous êtes responsable des partenariats chez la complémentaire santé identité mutuelle. Oui, tout à fait. Et donc avec vous, on va parler de cette initiative citoyenne. Et Marie, salut à toi. Salut. Alors avec toi, on va parler de reportages qui ont suscité des réactions chez nos internautes. C'est ça, des petits sujets qui ont fait réagir. Ok, donc on voit ça aussi tout à l'heure. Et puis on va parcourir un petit peu l'actualité du secteur. La ferme laitière de la famille Frisch est frappée de plein fouet par la baisse du prix du lait et par le faible coût d'achat du veau. De manière générale, les agriculteurs ont du mal à investir ou s'ils l'ont fait, à rembourser leurs emprunts. La profession attend impatiemment la concrétisation par ordonnance qui consiste à définir les prix à partir des coûts de production. Le Buffalo Grill va renaître de ses cendres. On le constate, des travaux sont en cours dans le bâtiment récemment dégradé par un incendie. La zone commerciale de Neunkirch verra ainsi l'ouverture prochaine de Haut-Taureau. L'investisseur est Yannick Lucas, l'ancien gérant de Allure et Style, liquidé l'an passé. Bûcheron le week-end. Faire son bois, c'est se chauffer 2 fois. En cette période hivernale, les tronçonneuses ronronnent dans la forêt. Faire son bois reste économique, vous dira cet habitant de Binin. Il a acheté un lot d'une quarantaine de stères à 35 € la stère. Il brûlera en complément de son chauffage central. L'histoire émouvante d'Élodie, sportive malvoyante accueillie par l'Asso-Gym. Avec sa sœur, elle pratique le trampoline, sauter, faire des roulades, rien ne lui fait peur, même si elle ne voit pas les obstacles. En grandissant, Élodie verra de moins en moins bien, mais elle ne compte pas abandonner la gymnastique. Bravo à l'Asso-Gym de Sarreguemines qui a ouvert une section spéciale handisport. Sarreguemines en chiffres, naissance, mariage, Pacs, décès. L'an passé, 790 naissances ont été enregistrées pour 635 décès. Au niveau des mariages, 65 unions ont été célébrées, mais on compte 68 divorces. Les Pacs ont toujours autant la cote, 220 contrats ont été enregistrés l'an passé. L'envolée continue en 2018, vous avez devant vous les heureux signataires du 6e Pacs de l'année 2018. Aujourd'hui, le soleil est présent, mais ça ne nous a pas empêché de gratter les voitures ce matin. Voyons ce que la météo nous réserve pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Bonjour tout le monde! Pour demain, le ciel retrouve une alternance entre des moments ensoleillés parfois durables et des passages nuageux inoffensifs. Le froid reste de rigueur, notamment au lever du jour avec de fortes gelées comprises entre -3 et -6 degrés. Les températures peinent à remonter, les maximales varient entre 3 et 5 degrés le reste de la journée. Demain, nous sommes le mercredi 14 février, c'est la Saint-Valentin. Le soleil nous accompagnera de 7h41 à 17h50. Je vous souhaite à tous une excellente journée en notre compagnie. Ravalement de façade, crépissage, isolation extérieure. Ne cherchez plus, faites appel à Eurofaçade. Élevage porcin, céréalier et bien sûr exploitation laitière n'ont pas été épargnés par la crise agricole de ces dernières années. Des difficultés bien réelles, motivant ainsi les états généraux de l'alimentation, débouchant fin janvier sur un projet de loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable, présenté en Conseil des ministres. TV8 s'est rendu dans la ferme laitière de la famille Frisch, frappée de plein fouet par la baisse des prix du lait. Sylvie Frisch est exploitante agricole à Allain, près de Boulay. Avec son mari Thierry, elle a repris la ferme familiale en 2005. Ensemble, ils l'ont modernisée et fait grossir, passant de 30 à 60 vaches laitières. En 2012, ils ont investi pour la mettre aux normes et s'équiper d'un robot de traite. Du matériel très performant qui leur a permis d'améliorer leur productivité. Ce robot de traite est autonome, il traite les 60 vaches plusieurs fois par jour et récolte d'importantes informations. Donc on voit
son poids, là, elle fait 640 kg. Je vois combien de litres de lait elle est en train de donner. Donc là, elle donne pratiquement 13 litres de lait. Combien de concentré elle reçoit. Donc elle reçoit 1,3 kg et puis 500 g de correcteur. Et je vois où part la destination du lait. Donc là, son lait, il est bon, il va dans le temps calé. Cette machine a permis à Sylvie de se libérer un peu de temps. Le problème, c'est le coût de l'opération, 600 000 € pour le robot et les travaux de mise aux normes de l'exploitation. Et aujourd'hui, avec le remboursement des prêts et un prix du lait très faible, la famille Frisch ne parvient à dégager que quelques centaines d'euros par mois. En fait, on était parti sur des investissements qui devaient être financés, je ne vais pas dire facilement, mais qui devaient au moins... notre paye de lait devait au moins couvrir nos charges financières et aujourd'hui, 8 ans après, ou même pas 6 ans après, on est loin du compte, quoi, hein, avec un prix du lait qui fait que baisser, ou qui a été longtemps trop bas, qui n'a même pas permis de couvrir nos charges de production. Donc financièrement, on n'arrive plus, quoi, hein. Le problème des prix est très bien illustré par ce qui se passe avec les veaux. Aujourd'hui, on perd de l'argent sur chacun de nos veaux. Donc l'insémination, plus le temps que je passe avec eux, plus le lait que je leur donne à boire, ça me coûte plus de 100 €. Et aujourd'hui, il faut que j'attende 21 jours pour pouvoir les vendre et je les vends à 50-60 €, quoi. Autrement dit, l'exploitant perd 50 € sur chaque veau qu'il vend. Parmi les raisons d'espérer, le projet de loi du gouvernement. À la suite des États généraux, il a annoncé un changement dans la manière de fixer les prix agricoles. Une mesure accueillie favorablement par la FDSEA. J'ai l'habitude de dire que le diable est souvent caché dans les détails. Donc tant qu'on n'a pas la parution des ordonnances qui devraient définitivement sceller la loi à propos des États généraux dans le marbre, je reste prudent. En tous les cas, l'initiative qui a été prise par le président de la République d'inverser la fabrication du prix, c'est-à-dire de construire à partir des prix de production pour arriver à un prix final au consommateur, la machine est au moins dans le bon sens de marche pour commencer. Le système qu'on vit aujourd'hui, en fait, résultait simplement à laisser les miettes aux producteurs quand tout le monde s'était servi en marche sur le prix de vente des produits. Actuellement, selon la MSA, près de 20% des agriculteurs seraient en déficit et 30% vivraient avec moins de 350 € par mois. Comme beaucoup, Sylvie et Thierry espèrent pouvoir vendre leur production à un prix juste et pouvoir vivre correctement de leur travail. Nous avons avec nous maintenant Claudine Wagner, agricultrice dans la ferme familiale La Colline des Pies à Nouzevillers-Saint-Nabord. L'agriculture est en crise, ça on l'a bien compris, mais au niveau local, comment vous vous en sortez ? Bonjour, je suis Madame Wagner. Donc au niveau local, c'est vrai que nous faisons un petit peu notre vente directe qui nous fait un petit peu un tampon. Parce que c'est vrai qu'actuellement, déjà les aléas climatiques, donc l'achat du fourrage, mais la vente directe, ça marche quand même pas mal et ça fait tampon. Ça nous fait quand même un petit revenu où on arrive à s'en sortir. Et puis on est en bio depuis 1995. Donc c'est vrai que le prix du lait est mieux payé, mais bon, après, tout c'est pareil. Les primes ne suivent pas, les retards, tout ça, c'est difficile, c'est très difficile. Et alors, vous expliquez, c'est toujours momentané. Vous expliquez, vous faisiez de la vente directe, vous avez des parcelles bio. Est-ce que c'est ce vers quoi les agriculteurs devraient tendre au final ? Je pense qu'il y a pas mal à faire dans la vente directe. Donc, je pense qu'il y a pas mal de producteurs qui pourraient se lancer. Parce que le consommateur, il suit très bien. Il est conscient de ce qu'il achète, les marchandises et tout. Donc, je pense qu'il y a à faire. Il y a de quoi faire. Après, bon, c'est sûr qu'il ne faut pas non plus... faut être en bio, il faut être bio dans l'âme, comme on dit. Il faut respecter tout ce qu'on fait. Et la tête, le cœur et les moyens. Et les moyens, avant tout. Et alors, mais il y a de quoi faire. Le consommateur est très
conscients de ce qu'ils mangent actuellement, hein. Donc ça peut nous aider un petit peu en vente directe. Et à ce stade, alors, quelles sont vos revendications, vos espoirs pour la suite ? Par la suite, j'espère que l'agriculture va quand même avoir encore de l'avenir, et qu'il y a beaucoup d'exploitations qui n'ont pas de repreneurs. Et je pense que un jeune qui veut s'installer et qui veut faire de la vente directe ou produire ses propres produits, il y a de quoi faire. Il sera assuré d'avoir un revenu, hein. Bon, après, c'est sûr que les départs sont difficiles, hein. Merci beaucoup Claudine Wagner de votre intervention. On passe maintenant à un autre sujet, construire ensemble la politique de la ville. Telle est la devise du sous-préfet Christophe Salin en matière de développement et d'animation de la ville. Hier, les acteurs de différents projets liés à cette politique se sont réunis. Thomas Drouin a glissé sa caméra dans une salle du casino clairsemée. Beaucoup de sièges vides dans la salle du casino pour cette rencontre organisée par le sous-préfet. Pourtant, si le prétexte était le 40e anniversaire de la politique de la ville, cette réunion était surtout un moment de discussion entre tous les acteurs de la dite politique. Bref, cette rencontre se voulait être un forum de la politique de la ville. C'était l'occasion pour nous de rencontrer les acteurs de la mission locale, avec les gens de l'éducation nationale, avec les gens de Pôle emploi, etc. Ce sont effectivement des acteurs qui n'ont pas nécessairement l'occasion de se rencontrer alors qu'ils partagent des préoccupations communes à défaut d'être identiques. Deux thèmes ont été mis en avant, l'accès à l'emploi, priorité nationale, d'autant que le taux de chômage est toujours plus élevé dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Et le sport, car Sarreguemines est une ville sportive et cela se reflète aussi dans ses quartiers. Sarreguemines a été retenu avec 120 autres communes pour la qualité de sa politique sportive, c'est-à-dire la qualité de la promotion du sport qui est faite tout au long de l'année par la collectivité. De questions en réponse, les acteurs sont amenés à expliquer ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, ou encore ce qui pourrait se faire. Là où je constate une forte progression, c'est plutôt par rapport à l'adhésion au développement plutôt du foot féminin. Mais d'ailleurs, quels sont les quartiers concernés par cette politique? Sur l'arrondissement, il y en a deux, tous deux à Sarreguemines. Il s'agit du quartier Beau-Soleil et du quartier Vieille-Ville-Ville-Haute, à laquelle est rattachée la Cité de la Forêt. Des quartiers retenus par le ministère d'après le faible pouvoir d'achat de leurs habitants. C'est en effet le revenu médian par famille et par an qui est juge de paix pour qualifier ou pas ces ensembles de plus de 1000 habitants. Mais cette limite est problématique car certains quartiers moins peuplés ne peuvent pas bénéficier de cette politique de la ville, par exemple les maraîchers à Sarreguemines. Ils sont pris en compte de façon un peu plus marginale, malheureusement, parce qu'on essaye plutôt, par les actions qui sont générées par les quartiers prioritaires de politique de la ville, de voir comment on peut les étendre un petit peu à d'autres quartiers. Donc avoir un acteur géographiquement identifié, mais avoir une action plus large. La rencontre fut courte, mais les acteurs présents ont été invités à la poursuivre par email pour faire fructifier ces échanges. À suivre donc. Quand on parle de CIA à Lixin-les-Roulins, il n'est pas question d'espionnage, mais d'association et de bénévoles. Le comité interassociation anime la commune et gère également le foyer Saint-Maurice. Une salle qui a été entièrement rénovée et qui fait le bonheur des bénévoles. Marie-Laurence a rencontré ses petites mains de l'ombre lors des derniers jours du chantier. Un reportage de Thomas Drouin. Le foyer Saint-Maurice fait peau neuve. Cette salle lixingeoise est au cœur de la vie du village, que ce soit au travers des activités des associations ou des différentes cérémonies et différents repas qui s'y déroulent. Une salle qui a une histoire dont sont très fiers les bénévoles du comité interassociation. Bon, le foyer il a été construit en 1985. C'est les associations du village, avec le maire de l'époque, Roger Vernet, on a décidé de construire ce foyer. Que par des bénévoles. Donc on a travaillé de 85 à 87. En 87, au mois de septembre, il a été inauguré. Et depuis, il est géré par les sociétés elles-mêmes. On a un comité de gérance. Il y a un gérant qui s'occupe du foyer, c'est-à-dire des locations et tout. Et tout ça, c'est bénévole, quoi.
Mais depuis 10 ans, un constat revenait régulièrement dans les discussions. Il manquait une annexe, une réserve pour stocker les tables et les chaises. Une situation qui n'est plus suite aux travaux menés depuis septembre. 130 000 € venus de la commune et de la CASC ont été nécessaires pour réaliser ce chantier. Cette fois-ci, ce sont des entreprises qui sont intervenues pour des raisons de normes. Mais les bénévoles ont tout de même mis la main à la pâte. À la fin, le comité interassociation finançant les finitions à hauteur de 4 000 € venus de ses fonds propres. Le projet, c'était que l'agrandissement, mais tout ce qu'on a cassé dans la grande salle, à un moment donné, il faut quand même le refaire. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. On essaie de refaire pour harmoniser entre la grande salle et la petite salle. Une mobilisation de bénévoles qui n'est pas pour déplaire à la maire de Lixin. C'est formidable et c'est vraiment le côté typique de Lixin où les bénévoles travaillent pour améliorer le quotidien des habitants. Le foyer est donc désormais composé de 2 salles dont une de 50 m² et de cette fameuse réserve de rangement. Quelques travaux extérieurs restent à faire, mais la salle n'en est pas moins déjà utilisable comme elle l'a toujours été lors de la durée des travaux. Ce sont les aînés du village qui l'étraîneront dès aujourd'hui avec leur carnaval. Sa vue baisse, mais elle saute toujours plus haut. Malvoyante depuis sa naissance, Élodie Lette a maintenant 7 ans. Son handicap ne l'empêche pas de faire du sport. Au contraire, elle pratique la gymnastique à l'Assogym de Sarreguemines dans la section trampoline. Et vous allez le voir, Élodie n'a peur de rien. Marie Lorenz l'a rencontrée. Élodie et Aurélie sont inséparables. Les 2 sœurs se rendent un samedi sur 2 ensemble à leur séance de trampoline. L'aînée prend sa cadette sous son aile. Élodie est très malvoyante, elle a une amorose congénitale de Leber, une maladie de la rétine. Mais ça ne l'empêche pas de faire du sport. Depuis l'âge de 4 ans, elle pratique la gymnastique. On a tout de suite accepté parce qu'on la considère comme sa grande sœur. On ne fait pas de différence entre son handicap et sa sœur. Donc oui, elle a voulu faire et puis on l'a laissé faire. Et puis elle est bien encadrée et elle a une super prof de gym, donc il n'y a pas de souci. Les 2 filles viennent de Haguenau. Leurs grands-parents habitent dans le secteur. L'Assogym de Sarreguemines a ouvert une section handisport en trampoline. Virginie Garot a suivi des formations pour pouvoir intégrer des personnes handicapées. Une aubaine pour la famille et surtout pour Élodie. Au début, je laissais le tapis vert sur le trampoline qui permettait d'avoir une zone en fait bien délimitée pour pouvoir rester dessus. Comme ça, là, si elle ne voyait plus le vert, elle reculait un petit peu. Mais maintenant, elle saute toute seule sans tapis, elle n'a même plus besoin de moi. Elle est vraiment à l'aise maintenant. Elle nous donne aussi une belle leçon de vivre. Élodie est une jeune fille courageuse. Sauter, faire des roulades, rien ne lui fait peur, alors qu'elle ne voit pas les obstacles devant elle. Elle a toujours été motivée, volontaire, elle a toujours... même elle allait trop vite, des fois elle partait, elle courait, j'ai couru derrière pour l'aider, mais maintenant elle n'a plus besoin de moi. Elle se débrouille vraiment bien. Il y a quand même un élément qui l'a intimidée, la caméra. On fait des activités au sol. Et ensuite? Et on va aussi sur le trampoline, où je fais des figures et des sauts. Et ça te fait pas peur de sauter si haut comme ça? Non. Élodie est intégrée avec les valides. Il y a une bonne cohésion de groupe. La jeune gymnaste évolue dans le sport, mais le sport l'aide aussi dans la vie quotidienne. Ça l'aide à percevoir ce qu'il y a autour d'elle, à avoir moins peur de ce qui peut venir Parce que avec des marches et tout, elle ne voit pas forcément les marches, donc forcément, et là, elle apprend à gérer les marches, à gérer la surface. Et ça l'aide pas mal en plein de choses comme ça, et aussi pour la motricité, qui l'aide beaucoup. Donc ça aussi, ça l'a ouvert pour tout, pour plein de choses. Élodie verra de moins en moins bien en grandissant, mais elle ne compte pas abandonner la gymnastique. À l'Assogym de Sarreguemines, le club lui est prêt à accueillir de nouveaux licenciés avec un handicap. Une annonce maintenant qui devrait ravir les enfants, mais aussi les parents. La ville de Sarreguemines ouvre sa nouvelle édition de Ticket Sport Culture pour la période des vacances scolaires. Départ des inscriptions ce mercredi 14 et jeudi 15 février. Pour plus d'informations, je vous invite à consulter le site web de la ville. Vous êtes nombreux à réagir sur certaines de nos publications Facebook. Pour sa chronique, Marie reviendra sur ces sujets qui vous ont marqué. Les frigos solidaires, Quesaco. Jessica Pirillo sera là pour nous éclairer sur cette initiative citoyenne, juste après la pub. Jetzt geht's los. Cette fois, c'est décidé. Je vais chez le tatoueur.
depuis qu'il a son appareil auditif, c'est vraiment plus le même mec. Une nouvelle jeunesse avec la passion de l'audition. L'esprit de la fête de carnaval se vit sur Mosaïque. Ne manquez pas le départ en immersion à la cavalcade de Putlange et en coulisses avec les piliers des Kappensitzung, le Fotzer et la Tanzmarischen. Pluie de confettis et ambiance de folie, c'est vendredi 16 février sur Mosaïque. Alors Marie, sur quel sujet tu voulais revenir? Alors d'abord, je voulais commencer par notre sujet sur le prix de l'essence. Et on a demandé à nos internautes où ils allaient faire le plein. Est-ce que c'est plutôt en France ou en Allemagne? Eh bien, nos internautes privilégient majoritairement l'Allemagne. Alex nous a écrit 11 € sur un plein de diesel gagné en Allemagne en faisant un détour de 10-15 km. Il n'y a pas photo. Isabelle nous a répondu en Allemagne, les derniers pleins 19 centimes au litre en moins sur le diesel et 10 centimes sur le super. On en profite pour faire nos courses, ça fait faire de sacrées économies. Pareil pour Marianne qui nous a écrit, en plus il change les prix plusieurs fois dans la journée, entre midi et au changement de poste quand c'est les heures de pointe. Alors il y en a d'autres qui optent pour le Luxembourg et la France, c'est le pays qui est le moins cité et en plus quand il est cité, ce sont par des personnes qui vont faire le plein à la fois en France et en Allemagne, donc voilà. Bon, vu des commentaires, on comprend pourquoi il y a des préférences pour l'Allemagne ou le Luxembourg, ça c'est sûr. Et il y a un autre sujet qui a fait beaucoup parler sur les réseaux, la construction des nouveaux logements à Roulin. Alors là aussi, c'est une question que tu avais posée à nos internautes. Oui, voilà, en fait, on a voulu savoir pour eux quelle est la meilleure solution. Est-ce que c'est construire ou acheter une maison pour la rénover? Et là encore, il y a une tendance qui se dégage. Nos internautes préfèrent construire pour des raisons de coût essentiellement. Violette nous a répondu, rénover revient aussi cher que construire et en plus, il faut démolir pour mieux refaire. Daniel nous a écrit, plus jamais acheter pour rénover. Moi, ça fait 30 ans et je le regrette amèrement tous les jours. En plus, une maison jumelle, pas cool. Laura, elle est en plein dans le sujet. Elle nous a répondu, nous allons construire car ça coûte souvent moins cher que d'acheter ou de rénover et au moins on a du neuf et ce qu'on veut dès le départ, c'est du sur-mesure. Il y a tout de même Hakim qui lui préférerait acheter puis rénover et Alison qui répond à un internaute que le fait de rénover une maison ne revient pas toujours plus cher que de construire, mais ça dépend évidemment de l'état de la maison et de son prix d'achat. Bien sûr. En tout cas, on voit encore une fois que les commentaires sont assez diversifiés. Voilà. Merci beaucoup Marie pour ton intervention. Avec plaisir. Et je me tourne maintenant vers notre invitée. Donc, on va parler d'un concept qui a été introduit en France l'année passée, mais qui existait déjà depuis quelque temps à Berlin, par exemple, ou encore à Londres. Donc, les frigos solidaires. Tout à fait. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Alors, aujourd'hui, je représente donc Identité Mutuelle, connue donc sous le nom de la MICOM pour la plupart d'entre vous aussi. Donc, on est une mutuelle vraiment de l'économie sociale et solidaire. On est ouverte à tous, donc particuliers, professionnels, jeunes, et on soutient vraiment les valeurs d'entraide et de partage. Grâce à donc l'association de Dounia qui a lancé le premier frigo solidaire donc en juin dernier à Paris dans son restaurant situé dans le 18e arrondissement. Aujourd'hui, nous souhaitons vraiment apporter ce concept dans notre région, la région Est, et donc nous commençons à démarcher les restaurants, les commerces pour vraiment s'engager ensemble pour vraiment lancer ce concept. Donc c'est vraiment une initiative citoyenne, c'est très simple. Donc aujourd'hui que vous soyez particulier, il suffit effectivement, si vous le souhaitez, il y a déjà des jeunes, beaucoup de jeunes qui sont revenus vers nous pour nous soutenir. Vraiment, vous connaissez aujourd'hui des restaurants, des commerces proches de chez vous et vous pouvez en parler. Mais justement, ces commerces, ils doivent se porter volontaires, c'est vous qui allez faire du démarchage? Comment Alors ça va c'est un peu, on présente en fait le projet, parce qu'aujourd'hui, grâce à vous, aujourd'hui, on peut communiquer au niveau de la région. Le concept est vraiment de communiquer sur ce projet, le faire connaître, et ensuite les commerçants, les restaurateurs donc s'engagent à travers une charte donc d'accueillir ce frigo. Une cagnotte est lancée donc sur helloassos.com. L'objectif est effectivement d'atteindre une somme bien précise pour être livré et donc avoir son frigo solidaire. Et ça serait sur quel secteur en Moselle-Est? Alors aujourd'hui, on touche vraiment tout le secteur. Nous, on a effectivement
effectivement des agences sur Forbach, Frémin et Sarreguemines, mais pourquoi pas vraiment aller au-delà. Il y a des jeunes aussi qui soutiennent le projet sur Metz et Nancy, qui ont déjà lancé une cagnotte et mettent en place de la communication. Donc pourquoi nous, demain, nous n'y arriverons pas ici, sur Sarreguemines ou aux alentours, grâce effectivement aux personnes qui souhaitent nous soutenir et avancer avec nous dans cette initiative. Alors au niveau des particuliers, est-ce qu'il y a des étapes? Qu'est-ce qu'ils doivent ramener? Comment ça se passe? Alors les particuliers, ils peuvent effectivement nous aider en parlant du projet. Il suffit de démarcher donc des commerçants, associations, c'est toujours la même chose. Et ensuite on lance une cagnotte sur helloassos.com ou bien tout simplement on est présent donc sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter ou directement sur notre site identitémutuelle.com ainsi que les frigos solidaires.com. Ils peuvent partager, communiquer et donc ça nous permet effectivement de montrer qu'on est là et de nous soutenir dans cette initiative. Et donc une fois que les frigos seront installés, si en tout cas le projet aboutit, qui peut ramener? Qu'est-ce qu'on peut ramener? Et est-ce qu'il faut que il y ait des critères particuliers? Le principe est très simple. C'est vraiment un concept qui est très simple. Et donc, une personne peut effectivement apporter un aliment dans le frigo. Sur le côté, donc effectivement, on y retrouve une charte pour donner un peu, pour guider la personne effectivement dans les produits qu'ils peuvent ramener, tels que par exemple les végétaux, des fruits, des légumes, des produits emballés, des yaourts. Il y a des produits effectivement qui sont exclus, tels que l'alcool ou bien les viandes, le poisson, pour effectivement respecter la chaîne de froid. Les plats cuisinés peuvent être déposés par les restaurateurs. Eux aussi, on fait appel à eux effectivement pour nous soutenir, pour apporter peut-être des plats, des invendus de la journée, aller les ramener donc dans les frigos pour vraiment aider les plus démunis. Et aussi l'objectif de cette démarche, c'est de réduire le gaspillage alimentaire. On sait qu'aujourd'hui en France, il y a 8 millions de personnes qui se nourrissent de façon insuffisante ou de mauvaise qualité et aussi environ 9 tonnes d'aliments qui sont gaspillés à travers les distributeurs, le commerce et les foyers. Donc avec un simple geste, on peut aider ces personnes-là. De l'autre côté, donc une personne qui est en difficulté pourra venir se servir librement donc, dans le frigo. La seule chose, effectivement, on leur demande de s'engager vraiment à consommer le produit. D'accord, très bien. Et alors, donc les prochaines étapes, vous avez expliqué, c'est la cagnotte. La cagnotte. Donc aujourd'hui, moi, je lance un appel vraiment à tous les commerçants, toutes les personnes qui sont intéressées par effectivement cette initiative, de revenir vers nous ou d'aller directement sur nos différents réseaux pour avoir l'information et donc vraiment avoir un engagement, donc s'engager pour recevoir ce frigo, lancer une cagnotte et à partir du moment où on a la cagnotte, donc vous livrez le frigo solidaire pour démarrer une nouvelle aventure, donc qui, je l'espère, sera notre quotidien de demain et que tout le monde pourra utiliser. Et, c'est aussi écologique. Pourquoi? Parce que le gaspillage alimentaire aujourd'hui, on peut aider les plus démunis et limiter aussi. C'est une action humanitaire. Il n'y a pas forcément besoin d'aller acheter, par exemple, faire ses courses et puis donner. Ça peut être, par exemple, si on part en vacances et qu'on a encore le frigo rempli. C'est un concept vraiment. Demain, je pars en vacances, je me retrouve avec effectivement encore des yaourts, des choses dans le frigo. Je peux très bien, en allant déposer les enfants à l'école, déposer effectivement ces produits dans le frigo. Je fais mes courses, tiens, j'ai acheté quelques fruits et légumes, on va passer, on va les déposer. Un acte donc citoyen. Ou de l'autre côté, aujourd'hui, au niveau de la consommation, on a l'habitude d'acheter vraiment en grand volume. Donc souvent, oui, on a fait une bonne affaire, mais est-ce qu'on va vraiment consommer le produit? Alors vraiment, ça c'est vraiment une solution demain qu'on peut vous offrir pour aider les plus démunis. Merci beaucoup. Merci Alors, je rappelle merci pour votre invitation. Il n'y a pas de souci. En tout cas, on rappelle qu'il sera donc possible de participer à la cagnotte. Tout à fait. Et puis, si vous voulez plus de renseignements d'ailleurs, n'hésitez pas à aller sur les sites internet Frigo Solidaire et Identité Mutuelle. Je pense que tout y est expliqué. Oui, tout à fait. De toute façon, je laisserai mes coordonnées directement à TV Mosaïque. Les personnes, vous pourrez revenir vers moi avec grand plaisir. On les suivra dans cette action, effectivement, pour les soutenir. Ils ne sont pas tout seuls et on est là vraiment avec beaucoup d'envie et d'enthousiasme pour réussir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. J'ai encore une question pour toi, Marie. Là, on change de sujet. Hier, il s'est passé quelque chose d'étrange avec Sandrine. Elle a fait un rêve assez bizarre. Est-ce que tu connais la suite de l'histoire? Oui, je le sais. Et ce que je te propose, c'est qu'on découvre ensemble les nouvelles péripéties de Sandrine. Hier, il s'est passé quelque chose de vraiment très bizarre à Mosaïque. Et j'aimerais bien connaître le fin mot de l'histoire. Ce serait tellement pratique de pouvoir être une petite souris pour se glisser dans une réunion. Si on essayait?
Cool. Bon ben, c'est parti, suivez-moi. Et puis vendredi, on diffuse la cavalcade. Ok, mais après c'est fini carnaval. Oui, c'est fini. Oh, c'est quoi cette souris ? Et vous retrouverez notre petite souris Sandrine qui s'est faufilée à la cavalcade de Pudelange dans notre émission spéciale vendredi sur Mosaïque. D'ailleurs, pour vous donner un avant-goût, je vous propose de regarder les coulisses de l'émission. Beaucoup de matériel mis en place, de la bonne humeur bien sûr pour braver le froid. Regardez. Rendez-vous vendredi 16 février à partir de midi pour la diffusion de l'émission dans son intégralité. Merci beaucoup, en tout cas encore Jessica Pirillo d'avoir été avec nous. Merci Marie. On te retrouve bien évidemment bientôt sur ce plateau. Pour terminer cette émission, voici notre minute recyclage. Quels matériaux sont à privilégier pour protéger l'environnement? Si vous vous êtes déjà posé la question, n'hésitez pas à regarder ces quelques éléments de réponse. Merci à vous de nous avoir suivis. Passez une belle journée et à bientôt. Est-ce qu'il y a un matériau plus vertueux ou écologique pour l'environnement? Que nos emballages soient en métal, en carton, en plastique ou en verre, chaque matériau a des fonctions qui lui sont propres et répond à des fonctions bien précises. Par exemple, le plastique a l'avantage d'être malléable et sécable pour fabriquer des emballages appropriés en consommation nomade, c'est-à-dire hors du domicile, ou des produits en petites portions. Le carton est robuste, idéal pour un transport avec des impacts environnementaux faibles. Le verre, quant à lui, présente des propriétés particulièrement intéressantes puisqu'il se recycle à l'infini et permet de réduire la consommation de ressources naturelles pour fabriquer de nouveaux emballages, des bouteilles ou des pots en verre. Pour évaluer la performance environnementale d'un matériau, il faut regarder l'impact environnemental du couple produit-emballage tout au long de son cycle de vie. De l'extraction à la fabrication des matières premières puis de l'emballage, du transport à l'acheminement du produit en magasin, et enfin la conservation et la protection du produit jusqu'à l'utilisation finale. Le juste emballage est celui qui assure toutes ces fonctions sans superflu.